Section 55, 200e nuit des Mille et une nuits, tome 2e, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Sire, votre majesté peut mieux juger de l'étonnement et de la douleur de Camaralzaman quand l'oiseau lui eut enlevé le talisman de la main que je ne pourrais l'exprimer. À cet accident, le plus affligeant qu'on puisse imaginer, arrivé par une curiosité hors de saison et qui privait la princesse d'une chose si précieuse, il demeura immobile quelques moments. Séparation du prince Camaralzaman d'avec la princesse Badour. L'oiseau, après avoir fait son coup, s'était posé à terre à peu de distance, avec le talisman au bec. Le prince Camaralzaman s'avança dans l'espérance qu'il le lâcherait. Mais, dès qu'il approcha, l'oiseau fit un petit vol et se posa à terre une seconde fois. Il continua de le poursuivre. L'oiseau, après avoir avalé le talisman, fit un vol plus loin. Le prince, qui était fort adroit, espéra alors de le tuer d'un coup de pierre et le poursuivit encore. Plus il s'éloigna de lui, plus il s'opiniâtra à le suivre et à ne le pas perdre de vue. De vallon en colline et de colline en vallon, l'oiseau attira toute la journée le prince Camaralzaman en s'écartant toujours de la prairie et de la princesse Badour. Et le soir, au lieu de se jeter dans un buisson où Camaralzaman aurait pu le surprendre dans l'obscurité, il se percha au haut d'un grand arbre où il était en sûreté. Le prince, au désespoir de s'être donné tant de peine inutilement, délibéra s'il retournerait à son camp. Mais, dit-il en lui-même, par où retournerai-je? Remonterai-je, redescendrai-je par les collines et par les vallons ou par où je suis venu? Ne m'égarerai-je pas dans les ténèbres et mes forces me le permettront-elles? Et quand je le pourrai, oserai-je me présenter devant la princesse et ne pas lui reporter son talisman? Abîmé dans ses pensées désolantes et accablé de fatigue, de faim, de soif, de sommeil, il se coucha et passa la nuit au pied de l'arbre. Le lendemain, Camaralzaman fut éveillé avant que l'oiseau eût quitté l'arbre, et il ne l'eut pas plus tôt vu reprendre son vol qu'il l'observa et le suivit encore toute la journée, avec aussi peu de succès que la précédente, en se nourrissant d'herbes ou de fruits qu'il trouvait en son chemin. Il fit la même chose jusqu'au 10e jour, en suivant l'oiseau de l'œil depuis le matin jusqu'au soir, et en passant la nuit au pied de l'arbre, où il la passait toujours au plus haut. L'11e jour, l'oiseau, toujours en volant, et Camaralzaman ne cessant de l'observer, arrivèrent à une grande ville. Quand l'oiseau fut près des murs, il s'éleva au-dessus, et, prenant son vol au-delà, il se déroba entièrement à la vue de Camaralzaman, qui perdit l'espérance de le revoir et de recouvrer jamais le talisman de la princesse Badour. Camaralzaman, affligé en tant de manières et au-delà de toute expression, entra dans la ville, qui était bâtie sur le bord de la mer, avec un très beau port. Il marcha longtemps par les rues sans savoir où il allait, ni où s'arrêter, et arriva au port. Encore plus incertain de ce qu'il devait faire, il marcha le long du rivage jusqu'à la porte d'un jardin qui était ouverte, où il se présenta. Le jardinier, qui était un bon vieillard occupé à travailler, leva la tête en ce moment, et il ne l'eut pas plus tôt aperçu et connu qu'il était étranger et musulman, qu'il l'invita d'entrer promptement et de fermer la porte. Camaralzaman entra, ferma la porte, et en abordant le jardinier, il lui demanda pourquoi il lui avait fait prendre cette précaution. C'est, répondit le jardinier, que je vois bien que vous êtes un étranger nouvellement arrivé et musulman, et que cette ville est habitée, pour la plus grande partie, par des idolâtres, qui ont une aversion mortelle contre les musulmans, et qui traitent même fort mal le peu que nous sommes ici de la religion de notre prophète. Il faut que vous l'ignoriez,
et je regarde comme un miracle que vous soyez venu jusqu'ici sans avoir fait quelque mauvaise rencontre. En effet, ces idolâtres sont attentifs sur toute chose à observer les musulmans étrangers à leur arrivée et à les faire tomber dans quelque piège s'ils ne sont bien instruits de leur méchanceté. Je loue Dieu de ce qu'il vous a amené dans un lieu de sûreté. Camaralzaman remercia ce bonhomme avec beaucoup de reconnaissance de la retraite qu'il lui donnait si généreusement pour le mettre à l'abri de toute insulte. Il voulait en dire davantage, mais le jardinier l'interrompit. Laissons là les compliments, dit-il. Vous êtes fatigué et vous devez avoir besoin de manger. Venez vous reposer. Il le mena dans sa petite maison, et après que le prince eut mangé suffisamment de ce qu'il lui présenta avec une cordialité dont il le charma, il le pria de vouloir bien lui faire part du sujet de son arrivée. Camaralzaman satisfit le jardinier, et quand il eut fini son histoire, sans lui rien déguiser, il lui demanda à son tour par quelle route il pourrait retourner aux états du roi son père, car, ajouta-t-il, de m'engager à aller rejoindre la princesse, où la trouverai-je, après 11 jours que je me suis séparé d'avec elle par une aventure si extraordinaire? Que sais-je même si elle est encore au monde? À ce triste souvenir, il ne put achever sans verser des larmes. Pour réponse à ce que Camaralzaman venait de demander, le jardinier lui dit que de la ville où il se trouvait, il y avait une année entière de chemin jusqu'au pays où il n'y avait que des musulmans, commandés par des princes de leur religion, mais que par mer, on arriverait à l'île d'Ébène en beaucoup moins de temps, et que de là, il était plus aisé de passer aux îles des enfants de Khalédan, que chaque année, un navire marchand allait à l'île d'Ébène, et qu'il pourrait prendre cette commodité pour retourner de là aux îles des enfants de Khalédan. Si vous fussiez arrivé quelques jours plus tôt, ajouta-t-il, vous fussiez embarqué sur celui qui a fait voile cette année. En attendant que celui de l'année prochaine parte, si vous agréez de demeurer avec moi, je vous fais offre de ma maison, telle qu'elle est, de très bon cœur. Le prince Camaralzaman s'estima heureux de trouver cet asile, dans un lieu où il n'avait aucune connaissance, non plus qu'aucun intérêt d'en faire. Il accepta l'offre, et il demeura avec le jardinier. En attendant le départ du vaisseau marchand pour l'île d'Ébène, il s'occupait à travailler au jardin pendant le jour. Et la nuit, que rien ne le détournait de penser à sa chère princesse Badour, il la passait dans les soupirs, dans les regrets et dans les pleurs. Nous le laisserons en ce lieu pour revenir à la princesse Badour que nous avons laissée endormie sous la tente. Histoire de la princesse Badour après la séparation du prince Camaralzaman. La princesse dormit assez longtemps, et en s'éveillant, elle s'étonna que le prince Camaralzaman ne fût pas avec elle. Elle appela ses femmes, et elle leur demanda si elles ne savaient pas où il était. Dans le temps qu'elle lui assurait qu'elle l'avait vu entrer, mais qu'elle ne l'avait pas vu sortir, elle s'aperçut, en reprenant sa ceinture, que la petite bourse était ouverte et que son talisman n'y était plus. Elle ne douta que Camaralzaman ne l'eût pris pour voir ce que c'était et qu'il ne lui rapportât. Elle l'attendit jusqu'au soir avec de grandes impatiences, et elle ne pouvait comprendre ce qui pouvait l'obliger d'être éloigné d'elle si longtemps. Comme elle vit qu'il était déjà nuit obscure et qu'il ne revenait pas, elle en fut dans une affliction qui n'est pas concevable. Elle maudit 1000 fois le talisman et celui qui l'avait fait, et si le respect ne l'eût retenu, elle lui fait des imprécations contre la reine, sa mère, qui lui avait fait un présent si funeste. Désolée au dernier point de cette conjoncture, d'autant plus fâcheuse qu'elle ne savait par quel endroit le talisman pouvait être la cause de la séparation du prince d'avec elle, elle ne perdit pas le jugement. Elle prit au contraire une résolution courageuse, peu commune aux personnes de son sexe. Il n'y avait que la princesse et ses femmes dans le camp qui sussent que Camaralzaman avait disparu, car alors ces gens se reposaient ou dormaient déjà sous leur tente. Comme elle craignit qu'il ne la trahisse, s'il venait à en avoir connaissance, elle modéra premièrement sa douleur et défendit à ses femmes de rien dire ou de rien paraître qui pût en donner le moindre soupçon.
Ensuite, elle quitta son habit et en prit un de Camaralzaman, à qui elle ressemblait si fort, que ces gens la prirent pour lui le lendemain matin, quand ils la virent paraître, et qu'elle leur commanda de plier bagages et de se mettre en marche. Quand tout fut prêt, elle fit entrer une de ses femmes